Cette vidéo est pour expliquer quelques notions un peu plus avancées, des choses qui peuvent vous être utiles dans certains cas de figure quand vous faites un programme. Il y a des fois des petits passages qui peuvent être délicats. Et ici, ouais, une dizaine de petits trucs que je peux vous donner qui vont vous simplifier la vie dans certains cas quand vous cherchez des approches algorithmiques pour certains petits bouts de programme. Le premier, par exemple, quelque chose qu'on doit faire assez souvent, c'est quand on fait une boucle for et qu'on cherche à détecter quand la boucle a bien terminé. Ah ben, en fait, on a un petit truc. On peut faire une boucle, donc de 10 éléments. On affiche les valeurs et j'affiche un message à la fin de la boucle. OK. Ce message, j'aimerais qu'il s'affiche uniquement si la boucle se déroule bien. Donc, dans ce cas-là, ça va. La boucle a été jusqu'au bout. On fait OK. Mais malheureusement, si dans mon programme, je mets une condition pour arrêter la boucle, comme ici, ben, j'ai pas fait mes 10 itérations et j'ai quand même le message OK. Et ça, j'aimerais pas. Donc, un truc, mettez un else. Les else, on peut aussi les utiliser avec les for. Ça va permettre en fait de déclencher le message uniquement si la boucle s'est bien terminée. Comme ici, on a arrêté la boucle avant, là, ça ne fonctionne pas. Donc, pas de message OK. Et si donc la boucle se déroule bien, on fait toutes les itérations, le message s'affiche. Ça, c'est très pratique. Euh, Par moment, en fait, on récupère un tableau, puis on aimerait transférer des valeurs du tableau dans des variables. Donc, je vais faire un exemple, ma liste, j'ai 4 valeurs, ainsi de suite. Bah, je peux faire 4 variables et dire que c'est équivalent au tableau. Ce que ça va me permettre de faire, bah, c'est de transférer les valeurs du tableau dans les variables, c'est-à-dire que maintenant, la variable C aura la valeur 3. Donc, on va simplement tester juste ça. Donc voilà. Donc ça, c'est très pratique aussi. Euh, Quelque chose aussi qu'on doit faire assez régulièrement, c'est retrouver par exemple les n plus grandes valeurs ou les n plus petites valeurs d'une liste. Donc, si on veut pas trier la liste, on peut utiliser une librairie qui s'appelle heapq, donc qui est déjà intégrée en Python. Qu'est-ce que ça permet de faire? Bah, si je prends la liste que j'avais auparavant et que je cherche les deux plus grandes ou les deux plus petites, bah, j'utilise une méthode heapq smallest, n smallest, les deux plus petits par exemple de ma liste, et je vais les afficher. Ça va me retourner donc les éléments et les deux plus grands, donc n largest. Donc voilà. Avec ça, j'ai mon extraction du tableau qui se fait avec les n plus grands ou les n plus petits éléments. C'est très pratique ça aussi. Euh, Transformer un texte donc qui déclare une liste en une vraie liste. Alors là, par exemple, j'ai mon texte, c'est assez particulier, ça peut arriver. Euh, Par exemple, j'ai une saisie qui devient ça, et j'aimerais vraiment récupérer la vraie liste. Alors là aussi, on peut utiliser une librairie très utile, AST, donc c'est Abstract Syntax Trees. Ça permet d'interpréter en fait des textes et de les transformer ou de les évaluer, de les interpréter. Donc ça, c'est très très intéressant. Donc AST a une méthode qui s'appelle literal eval, mon texte. Ça fait vraiment l'évaluation du texte et effectivement, ça va me retourner ma liste. Vraiment, je vais avoir une liste. Pour vérifier ça, bah, je peux aller juste simplement chercher un élément, l'élément numéro à l'indice 2, 0, 1, 2, donc ça devrait être 3. Voilà, donc j'ai vraiment une liste. Donc ça fonctionne pour beaucoup de choses. Donc une librairie vraiment à connaître. Compter le nombre d'éléments d'une liste. C'est pas la longueur d'une liste, mais le nombre de fois qu'un élément en fait arrive dans une liste. Souvent, on a des choses comme ça à faire. Euh, quand
Bon, ici on a une liste assez simple, mais on pourrait rajouter un élément par exemple. Voilà, par exemple 2. Alors pour compter le nombre de fois qu'un élément apparaît, donc avoir une sorte de compteur général, on peut utiliser donc une librairie, ses collections, et on peut utiliser la fonction en fait compteur. Qu'est-ce que ça permet de faire compteur? Bah, ça permet de compter les éléments d'une liste, puis ça va vous retourner, on va faire ça, un rapport. Donc ça va vous retourner un rapport avec une sorte de dictionnaire avec la valeur, combien de fois elle apparaît, la valeur, combien de fois elle apparaît, la valeur, combien de fois elle apparaît. Vraiment très pratique comme approche. Euh, c'est certain que si j'ai, par exemple, disons, ce n'est plus une liste, c'est une liste de listes, puis que je veux faire la même chose, ça devient un peu plus compliqué, parce que ça va pas marcher. Le compteur fonctionne vraiment pour des listes, pas des listes de listes. Donc, une approche, c'est de transformer ma liste de listes en, en une liste en une dimension. Donc, pour ce faire, bah, je vais utiliser liste compréhension. Simplement, je fais simplement une nouvelle liste. Donc ça va permettre de prendre tous les éléments qui sont dans cette liste de listes et de les mettre en 1D. Donc voilà, à partir de là, j'ai une liste en 1D et je peux effectuer la même chose. Voilà, donc j'obtiens le même résultat. Donc ça, si vous avez des listes ou des listes de dimensions, ça peut se faire assez rapidement. Permutation, combinaison, produit des fois de listes. Donc permutation, j'ai des éléments, je veux savoir toutes les permutations possibles avec ces éléments. Donc on va faire ça. J'ai 3 éléments par exemple. Je veux savoir tout ce que je peux faire avec ces 3 éléments, donc toutes les combinaisons, permutations possibles. Euh, alors je peux utiliser un outil qui s'appelle IterTools. Donc dans cet outil, dans cette librairie, j'ai pas mal de choses, permutations. Alors les permutations, euh, je peux faire permutation de ma liste. Donc ça, c'est mes valeurs. Je vais lui dire résu. Et je vais lui demander d'afficher le format sous forme de liste. Donc il va me donner toutes les permutations possibles. Donc 1, 2, 3, 1, 3, 2, etc. Donc ça, c'est très pratique. Combinaison, bah, je vais laisser ça comme ça. Combinaison, il y a aussi dans IterTools, je peux utiliser une autre librairie, combinaison, donc une autre fonctionnalité, combi- ok, c'est combinations, voilà, donc et là il faut que je dise les combinaisons, comment je vais les faire. Par exemple, ici j'ai 3 éléments, j'aimerais savoir, par exemple, les couples qu'on peut former avec ces 3 éléments. Donc, je vais prendre des éléments 2 à 2. Voilà, donc voilà les couples que je peux former, 1, 2, 1, 3, 2, 3. Donc ça, c'est parfait. Quelque chose aussi qui est pratique, c'est les produits. Produits, c'est par exemple quand j'ai 2 listes et que je veux faire les combinaisons de ces 2 listes. Donc ça m'est arrivé, par exemple, pour simuler un jeu de cartes. Bah, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais imaginé les couleurs. Donc on va faire pique, carreau, on va faire cœur, comme ça, par exemple. Trèfle, donc ça, c'est les couleurs des cartes. Les valeurs des cartes. Alors, je vais simuler
le jeu de cartes. Euh, donc de 1 à 10, c'est les valeurs des cartes. Donc, et on va rajouter valet, dame, roi. Voilà. Donc là, j'ai les couleurs des cartes et les valeurs. Ce que je veux faire, moi, c'est refaire le jeu de cartes. Alors, avec IterTools, je peux utiliser Product. Donc ça va me permettre de faire ça. Ni plus ni moins, je vais lui demander le produit de colors par values. Et je vais lui demander d'afficher le résultat. Donc j'ai As de pique, 2 de pique, 3 de pique. J'ai vraiment le jeu de cartes qui est complet là. Et donc si je fais la longueur, je vais avoir 52 cartes. Hop, j'en ai que 48, 1 à 11, pardon. Voilà, comme ça le 10 est inclus. Voilà, 52 cartes. Donc j'ai vraiment mon jeu de cartes qui est fait en quelques lignes. Donc ça c'est pratique. Trois méthodes à connaître, permutation, combinaison et produit. Donc ça c'est bien pratique. Filtrer une liste, ça peut nous arriver. Ça arrive dans beaucoup de cas de figure. J'ai ma liste. Je vais prendre ma liste ici. Alors, j'ai la possibilité, par exemple, de faire une liste compréhension avec une condition. Sinon, bah, je peux utiliser la méthode filter, qui est déjà incluse dans Python. Ni plus ni moins, je dois définir une fonction qui va permettre de filtrer. Donc, je vais utiliser lambda. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire conserve en fait les éléments qui sont pairs, donc dont le résultat est 0, donc la division par 2 est 0. Et voilà, ça c'est mes éléments. Et je lui demande d'afficher le résultat en liste. Voilà, donc il y a juste 2 qui est pair dans cette... ouais, ok, donc c'est parfait. Donc filtrer, filter, c'est pratique. Euh, créer une nouvelle liste. Et j'utilise une liste et j'applique une fonction sur chaque élément. Donc on peut partir de ce que j'ai fait avant. Imaginez, j'ai cette liste et je veux simplement en fait créer une nouvelle liste avec des éléments qui vont être le double donc de chaque élément. Au lieu d'utiliser filter, je vais utiliser map. Map, qu'est-ce que ça fait? En fait, map, ça crée une nouvelle liste et pour chaque élément, on va appliquer la fonction. La fonction que je définis ici, c'est ni plus ni moins x2. Qu'est-ce que je prends la fonction, je multiplie les éléments par 2 et voici la liste que je veux évaluer. Voilà, j'ai ma liste avec la fonction appliquée, donc on peut imaginer n'importe quelle fonction et ça marchera. Euh, quelque chose qui est bien pratique quand vous avez des conditions et que vous voulez pas créer tout le bloc if, else, etc. et d'avoir ce qu'on appelle une shorthand, une abréviation en fait. On peut alors, par exemple, on pourrait créer sur une ligne la condition. Par exemple, je définis une variable et je définis ma deuxième variable. Et la deuxième variable, en fait, elle va dépendre de ma première variable, donc avec une condition. Alors, ma deuxième variable, je dirais mets 1 si A est égal à 1, par exemple. If A est égal à 1, sinon, mets 0. Ça marche. Donc ça, c'est une abréviation. Donc théoriquement, si j'affiche le contenu de B, donc A est égal à 1, oui, donc je devrais avoir 1. Donc j'ai 1, c'est parfait. Si A, je mets 10,
B est à 0. Donc voilà, au lieu de faire un grand bloc if, else, on pourrait le faire, mais là ça se fait en une ligne. Puis cette approche, vous pouvez l'utiliser un peu partout dans votre code, non pas seulement pour les déclarations, hein, mais ça peut être aussi même pour les messages. Si vous voulez faire des messages formatés avec des conditions, bah, ça peut fonctionner aussi. Euh, donc voilà, ça c'est quelque chose qui est intéressant. Quelque chose qui est des fois très très pratique, c'est que vous avez plusieurs conditions à vérifier et au lieu de faire plusieurs blocs de if, bah, on pourrait créer en fait un tableau de conditions. Donc je vais appeler ça mes conditions. Par exemple, ma valeur, on va imaginer, je vais déclarer aussi value. Voilà, ma valeur doit être supérieure à 0. Ma valeur doit être inférieure à 1 ou inférieure à, on va faire 10. Ma valeur doit être paire. Donc je peux mettre plein de conditions sur le forme de tableau. Alors moi, je souhaite savoir si ma valeur respecte toutes ces conditions. Alors on utilise all. All. Si toutes les conditions sont vérifiées, alors affiche OK. Donc on va faire ça comme ça. Il n'y a rien qui s'affiche. Pourquoi? Ma valeur n'est pas entière. Donc elle est bien entre 0 et 10, mais elle n'est pas une valeur, pardon, une valeur paire. Si je mets 2, voilà, les trois conditions sont vérifiées, donc c'est parfait. Si je veux vérifier si au moins une de ces des conditions est vérifiée, je mets any, et ça suffit. Donc ça s'affichera OK automatiquement. Par exemple, si je mets 32, ça respecte pas ces conditions, mais ça respecte celle-là. Si je mets 33, ça ne respecte plus aucune condition. 33, ah c'est supérieur à 0, oui. Donc il faudrait mettre peut-être moins. Ça va être compliqué. Ça respectera toujours les conditions, à part peut-être le 0. Le 0, ça va être considéré comme pair. Donc voilà, donc il y a possibilité. Donc si je dis, on va mettre si on veut vraiment vérifier any inférieur et on met 12, ça va être vérifié. Si je mets 13, donc ça vérifie aucune, et là ça marche. Donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, quelques petits trucs qui sont bien pratiques. Comme j'ai dit, ça c'est des choses qui peuvent vous sauver du temps dans un plus gros programme. Au lieu de chercher à faire des algorithmes compliqués, des fois on utilise des fonctions et ça répond à notre besoin. Voilà.